À quoi ressemble un corps d'artiste, d'autrice, d'auteur ? Nous l'imaginons comme malingre, déglingué, abîmé. La société aime imaginer les artistes malades, alcooliques, drogués, fatigués, qui travaillent sur les heures de sommeil, les artistes sacrificiels, car notre civilisation aime les héros qui souffrent, Prométhée, Jésus, des saints religieux et laïcs sont des modèles imaginaires. Contrevenir aux clichés de l'artiste, à ce qu'il doit être et à comment il doit se comporter, a pour conséquence jugement et déclassement. Longtemps, j'ai constaté les réactions étonnées et déçues quand j'annonçais que je ne buvais pas d'alcool. Le meilleur moyen de s'attirer des moqueries est encore de commander une tisane. Un artiste qui ne boit pas s'intéresse à la nutrition, fait du sport, cesse de se faire du mal, contredit les représentations ancrées profondément dans les esprits. Il désobéit. La violence socialement organisée et valorisée à l'égard des artistes a une longue histoire. Aujourd'hui, dans ce pays, on n'emprisonne plus les artistes, mais on cherche toujours à se venger d'eux. Après tout, certains d'entre elles remettent en cause l'ordre établi. Difficile de leur pardonner, même si on fait mine de les admirer. Et puis, il faut faire peur et dire « Attention les enfants, ces professions sont dangereuses, prenez un autre chemin ». Mais cette violence normalisée n'est pas si spécifique. Elle est commune à toutes les personnes précaires, pauvres, handies, hors du champ de la neurotypie. La norme écrase la différence. Le centre haït la marge. J'ai bien conscience que je suis et resterai précaire. Je dépends des droits d'auteur, des ateliers, des conférences, des droits cinéma, théâtre, des traductions, des rencontres scolaires et en médiathèque des festivals. Je vis grâce à du bricolage et l'horizon est toujours incertain. Mais dans le présent, il y a une chose sur laquelle je peux compter et c'est mon corps. Je ne peux plus avoir d'argent, perdre mon appartement, mais mon corps est là. Mon métier m'a apporté des douleurs de dos et de cervicales. J'ai un problème récurrent chez beaucoup d'autrices et de dessinateurs, dessinatrices. On pourrait parler des douleurs articulaires chez les danseuses, danseurs et artistes de cirque, des problèmes d'audition chez les musiciens et musiciennes. L'association entre la souffrance et l'art est un corollaire de notre statut précaire et d'un mépris institutionnalisé pour le corps et le plaisir. Nous sommes toujours collectivement englués dans des affects et des représentations oppressives. Alors je prends soin de mon corps et avec une imperfection joyeuse. Pas dans une perspective non-conformité, mais parce que je sais que la société est cruelle et que le collectif trahit et que les artistes et les auteurices sont souvent maltraités et abandonnés. Je n'aurai peut-être pas de belle maison, mais j'ai un corps endurant, solide et fort. Alors, je tousse. Je viens de vous lire un extrait du livre de Martin Page, qui est « Douceur de la musculation », que je vous conseille. Le titre, c'est « Douceur de la musculation pour les artistes, les cuirs, les femmes, les inadaptés, les vieux, les handicapés, les neuroatypiques, les parents, les pauvres, les non-conformes, les dégoûtés du sport. » Et j'ajouterai ce soir, et pour les bègues qui font des podcasts. Merci beaucoup. Vous avez le projet de créer votre activité en tant qu'artiste-auteur et vous voulez comprendre le rôle de l'URSSAF ? Oui. Non. Ça va? Ouais. Don't say bonjour again. You can say re-bonjour. 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 J'en peux plus. J'ai envie de péter la gueule à tout le monde, alors que je suis Miss Sympathie, je dois être gentil, je dois me défendre avec des mots. Moi, je suis pas forte à ça.
s'il vous plaît, on va quand même applaudir comme il se doit notre invitée ce soir, qui est Célia Muller, s'il vous plaît. Trop contente que tu sois Je là. suis très à l'aise. C'est clair, sous toutes les projets. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter rapidement d'où tu viens, d'où tu pars en tout cas, jusqu'à arriver en école d'art ici à Metz, à peu près tous tes petits déclencheurs. Alors, je vais essayer de Ouais, comme tu sens. Prends le temps. de pas passer par 36 milliards de chemins. Oui. Ce que j'ai tendance à faire. Attention. Est-ce que vous avez 3 heures devant vous? Oui. Je viens d'un petit village qui s'appelle Meisenthal. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous en ont déjà entendu parler. Un petit village de 700 habitants. J'ai grandi dans une famille qui est pas très connectée à l'art en général, voilà. Comment je suis arrivée aux Beaux-Arts? En fait, moi j'ai fait une formation professionnelle parce que chez nous, il faut d'abord gagner sa vie avant de vouloir essayer de suivre ses rêves. Et puis j'ai vite compris, on m'a vite fait comprendre aussi, alors que mon rêve à l'époque c'était de faire de la philo. Au collège, on m'a vite fait comprendre que j'aurais pas le niveau et il fallait que j'aille rater ma vie en pro. Voilà ce qu'on m'a dit. Ce qui est complètement nul. Hein. Enfin, voilà. N'importe quoi, ouais. Je ne cautionne pas du tout ces propos. Bon, j'ai écouté et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a en pro autour de Meisenthal? Il n'y a pas grand-chose. Il y avait chauffagiste. Il y avait pâtisserie, petite enfance, des choses comme ça. Et puis, il y avait vente. Et moi, j'avais un petit rêve comme ça de potentiellement, peut-être un jour, ouvrir mon petit salon de tatouage. Ouais. Et je me suis dit, c'est ce qui s'en rapproche un peu plus. Voilà, le contact avec les gens, sachant que en fait, j'ai pas le contact facile avec les gens à la base. Voilà, je trouvais ça un peu sympa, la vente. Donc, je suis allée là-bas. Donc j'ai fait un bac pro commerce, etc. J'ai appris surtout à détester ça, quoi, en fait. Ensuite, j'ai fait un CAP hôtellerie. Voilà, j'étais serveuse 3 ans. Puis j'ai rencontré des gens dans un lieu qui s'appelle Artopie à Meisenthal. Et j'étais bénévole dans ce lieu depuis longtemps. Mais par contre, je me suis jamais autorisée à aller voir les expositions qu'il y avait dans ce lieu parce que je me disais que j'étais trop bête, que j'avais pas le niveau pour comprendre l'art contemporain, que en fait c'était pas pour moi en fait parce que j'avais pas les clés, parce que je venais pas de là en fait, tout simplement. Et un jour, un ami m'a dit, il y a un artiste qui expose en ce moment, il fait du dessin, ça devrait te parler. Je me dis, oh, un artiste qui monte du dessin, ça m'intéresse. Parce que j'ai toujours une pratique du dessin, mais pour moi, vraiment complètement autodidacte. Et je me suis jamais vraiment autorisée à penser un jour que c'était possible d'en faire un métier. Parce que chez nous, on ne pense pas comme ça. Chez nous, c'est pas un vrai métier. Et voilà. Et donc, j'ai rencontré cet artiste, je suis allée voir cette exposition. Et voilà, la première question que je lui ai posée, c'était... Enfin, j'ai eu une claque monumentale. Ouais. Et la première question que j'ai posée, j'ai quand même osé... T'as pris ton courage à deux mains. J'ai osé aller lui poser une question. Et la première question que je lui ai posée, c'était... mais tu vis vraiment du dessin? Et il m'a rigolé au nez. Il y avait un ami à lui qui était là, et en fait, ils se sont un peu moqués. Et je me suis sentie très nulle d'avoir posé cette question. Allez, on fait tout. Voilà. C'est vrai qu'en général, c'est vrai que c'est pas forcément les premières questions qu'il faut poser aux artistes quand ils exposent. Mais quoique, en même temps, si t'as une personne qui t'aurait répondu, peut-être... Oui, après, il m'a répondu et tout, mais c'est vrai que sur le coup, déjà, j'étais très timide et déjà, j'osais pas aller vers lui. Et en plus de ça, j'ai eu... Ça aide pas, quoi, du tout. Ouais. Non, pas trop.
Ouais. Mais bon, voilà, j'ai quand même eu cette claque. Et cet artiste, c'était Jérôme Zonder, qui, en plus, à ce moment-là, cherchait un ou une assistante pour monter son exposition au lieu unique à Nantes. Ok. Et donc, il a fait une recherche à Artopie. Il a demandé s'il ne connaissait pas des petits gens qui dessinaient un peu. Et donc, une semaine après, j'ai un mail d'Artopie qui me disent... Artopie me dit qu'il fallait que je contacte Jérôme Zonder pour lui envoyer un petit dossier. Et qu'ils ont parlé de moi, tout ça. Enfin, bref. Ok, trop bien. Donc, c'est un peu commencé comme ça. cet artiste qui, à la fin... après avoir vu mon dossier, s'est encore un petit peu moqué de moi parce que c'était pas vraiment un dossier qu'on pourrait présenter pour entrer en école d'art. Oui, parce que pour l'instant, t'es pas encore rentrée à l'école, justement. Non, pas T'as du pas tout. encore. Donc à l'époque, je faisais beaucoup de dessins sur commande, etc. Donc je faisais beaucoup de portraits parce que ça me faisait mon argent de poche. Donc c'est aussi un peu comme ça que je me faisais la main. Donc beaucoup de portraits de famille, des chiens, des chevaux, des lapins, et parfois tout ça ensemble. C'était super. Mais voilà, ça me faisait la main et tout, et ça me faisait des petits sous. Ouais. Voilà. Et lui a vu, en voyant tout ça, bon, bah déjà le sujet, c'était pas vraiment le truc, mais il estimait que j'avais une certaine technique et il m'a proposé donc de venir à Nantes pour l'assister, ce que j'ai fait. Ok, trop bien. Voilà. Et puis ensuite, Et après j'ai démissionné. Après, t'as arrêté. J'ai pris mes ailes en poussée, comme ça, d'un coup. Moi, je m'en fous, je me barre. Donc, j'ai insulté un client au restaurant Où tu bossais et je suis partie. Du coup, tu bossais au restaurant à côté, Ouais, entre-temps. Ok. Et donc, c'est lui qui m'a un peu... Parce que je lui disais que les écoles d'art me faisaient peur, parce que justement, il y avait un peu ce truc de la peur de se faire un peu laver le cerveau, tout ça. Il m'a dit, mais c'est n'importe quoi. Enfin, tu vas au contraire apprendre plein de choses. Et essaye, dans tous les cas, t'as rien à perdre à essayer. Et moi, j'ai juste d'abord démissionné, et ensuite, je me suis dit, oh, si j'allais faire des dossiers. Voilà, j'ai pas fait les choses vraiment dans l'ordre. Donc, je me suis retrouvée une année sans... Donc, je suis allée assister Jérôme Zonder une semaine. J'ai pas super bien bossé, hein. Voilà, faut dire ce qui est, je suis très lente comme personne. Mais ça m'a fait une super expérience, et ensuite, voilà, je me suis retrouvée par contre une première année sans rien du tout. Plus de travail et pas d'école. Et ensuite, Artopie m'a proposé un service civique, ce que j'ai fait. Et donc je me suis retrouvée chargée des arts plastiques à Artopie. Grosse casquette, ouais. Ouais, grosse casquette. C'est là que j'ai fait mes premiers pas aussi dans la médiation, où d'un coup on devait un peu gérer tous les festivals du paysage, etc. Et faire la com. Enfin, vraiment, c'est plein de casquettes différentes en fait. Et accompagner les artistes dans leur création et tout. Donc ça me permettait aussi de rencontrer d'autres artistes. Et de connaître leur parcours et de savoir comment est-ce qu'on pouvait faire un dossier pour les écoles d'art. Voilà. Tout est à apprendre, Voilà. Donc une année plus tard, je réessaye les concours et je me retrouve à Metz. Voilà. C'est un peu long, désolée. Non, mais je trouve que tu racontes très bien déjà, c'est bien. Dans les enchaînements, et en fait c'est là que tu te rends compte aussi qu'il y a vraiment, il suffit de une rencontre, deux rencontres pour vraiment débloquer des choses, et même dans la confiance et dans comment tu appréhendes un nouveau monde que tu connais pas ou que tu aimerais connaître mais qu'on t'a pas donné les clés en main tout de suite, quoi. Et du coup, comment s'est passé ton entrée à l'école? Est-ce que tu avais déjà une forme de maturité quand même par rapport à Artopie, tout ça, ou alors est-ce que tu as pris le temps de te prendre tes marques? Et tes médiums aussi que tu pratiquais avant et pendant, après à l'école, si tu as eu des évolutions Au début, j'étais surtout impressionnée parce que je me disais, toi, la petite bouseuse en école d'art, super. Parce que c'est souvent un terme qu'on entend quand on parle des gens de chez nous. De la campagne. Donc c'était assez impressionnant au début aussi, pour moi surtout. Donc
Après, j'ai eu la chance aussi, avant d'arriver, j'avais rencontré Jérôme Zonder, mais aussi d'autres artistes, Ouais. où j'avais fait de l'assistance Ouais. d'artiste, en fait. Ouais, Donc, j'ai ouais. travaillé en atelier avec des artistes comme Damien Deroubaix, Julia Andréani. Et ces artistes m'ont pas mal un peu Ouais. porté aussi. Et Julia, elle connaissait déjà 2-3 personnes à Metz. Et à ce moment-là, notamment Anne Delrez, Mm. de la Conserverie, un lieu d'archives. Ouais. Et une connexion s'est assez rapidement faite avec elle, Avec de elle. par des sensibilités Ouais. rapidement, qu'on a découvertes rapidement Ouais, assez ouais. proches. Ouais. Et donc, voilà, je me retrouve Ouais. cette première année un peu impressionnée, un peu tout ça. Donc, j'ai un Mm. peu tout donné parce que je trouvais que c'était quand même une très grosse opportunité Ouais. de se retrouver dans une école d'art Ouais. pour quelqu'un comme moi. Mm. Voilà. Ouais. Même si ça devrait être en effet normal, mais je comprends tout à fait quand on te répète plusieurs fois ces mots-là. Et d'ailleurs, dans un des livres, mais je m'avance tout de suite, un des livres qu'on va vous présenter à idéalement lire, donc c'est Rose Lamy, donc c'est Ascendant Beauf qu'on vous conseillera à la fin de l'épisode à lire sur ce que tu abordes là actuellement dans les émotions et ce que tu as traversé. Est-ce que tu ressens du coup, tu sais, comme le regard de la famille, de la fameuse phrase aux Beaux-Arts, on te lave le cerveau, tu sors de là, t'es plus naïf du tout, tu feras plus de portraits de cheval de parents, ce qui, dans les faits, c'est vrai. Moi, quand on me demande un portrait, j'ai envie de disparaître, donc je comprends tout à fait. Mais est-ce que ça a été du coup ces moments de décision ou de nouveaux chapitres pour toi, pour ton entourage, t'as réussi à traverser ça, ou alors t'as laissé tomber, t'as fait ton chemin et tu t'es dit l'école elle m'apportera de ce que j'ai besoin en fait. En fait, je sais pas comment dire. J'ai assez vite compris que c'était des bêtises que de penser qu'on allait se faire laver le cerveau, pas du tout. Mais en fait, au contraire, enfin, on a tout à apprendre. C'est juste qu'après, c'est vrai qu'avant d'arriver aux Beaux-Arts, moi, j'avais aucune culture. J'avais ma culture, mais j'avais pas celle qu'il fallait, l'histoire de l'art, etc. Et donc je savais que j'allais apprendre énormément de choses et que je savais qu'il fallait que je redouble aussi un peu d'énergie et de travail pour rattraper un peu ces manques-là. Donc lire les livres qu'il fallait lire depuis très longtemps, bon, la plupart je les ai toujours pas lus, hein, mais j'ai fini par les écouter parce qu'au final, je me rends compte, même à la fin, dans le mémoire par exemple de fin d'année que j'avais écrit pour le diplôme de DNSEP, je me rends compte que beaucoup de mes références sont des références audio. Ouais. Franchement, il vaut mieux lire, écouter que, si on a l'envie déjà de faire ça dans l'importance, c'est très bien, et il vaut mieux faire ça que rien du tout. Je trouve ça trop bien. Pour moi, ça vaut le même. C'est pas toujours je comprends. Voilà, non, mais c'est bien aussi d'essayer de se forcer aussi à lire, etc. Parce que c'est un muscle, hein, je pense qu'il faut l'entraîner aussi. Oui, bien sûr. Même si, certaines personnes ont moins de facilité à la lecture que d'autres. Il y avait ça, donc j'ai pas, par rapport à la famille, etc., j'avais pas vraiment ce complexe, c'était plutôt une fierté au début, même si la famille n'a pas vraiment compris mes choix. Il y a une partie quand même qui... ma mère a dit « Non, mais t'as raison, il faut que tu le fasses. » Mon père était un peu moins content. Parce que pour lui, j'allais réussir ma vie. Je vivais dans une maison en lisière de forêt. J'avais un CDI. Voilà. Et la fille, elle plaque tout pour aller chez les saltimbanques, quoi, en fait. Donc c'est pas vraiment un choix qui est le choix le plus commun qu'on ferait. Ouais, je comprends. Mais voilà, après, avec le temps, ils ont compris que c'était un peu ma place, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Est-ce que durant ton parcours, tu as eu un désir, parce que tu m'avais dit aussi en réunion ou en rendez-vous, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait peur ? Est-ce que tu as voulu aussi trop plaire aux profs ? Ou alors, tu as eu des moments comme ça un peu fluctuants, je pense comme beaucoup d'élèves, des ups, des downs, tout ça. Bah oui, hein.
J'ai T'as découvert mes premières crises d'angoisse aux Beaux-Arts. Voilà. Avant les Comme beaucoup de rendez-vous gens. en tête-à-tête avec les profs. Bah oui, c'est énormément. C'est enfin Tout arrive, hein, ouais. enfin tout tout ce qu'on a pu construire jusqu'à ce moment-là. En fait, on doit foutre un coup de pied dedans, quoi, en fait. Et les choses doivent se reconstruire petit à petit. Et c'est intéressant, c'est intéressant, mais à la fois c'est hyper anxiogène parce qu'on se demande mais qu'est-ce qu'on fout là, en fait. Parfois on se dit mais qu'est-ce que j'ai vraiment à dire, qu'est-ce que je sais dessiner, mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi, en fait. C'est un outil, mais qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que... Donc il y a un moment, je crois qu'il y a eu une année où j'ai carrément arrêté de dessiner, quoi. J'en avais même plus envie, mais je savais pas non plus quoi faire d'autre. Donc c'était ouais, des moments de crise quand même, et de remise en question, et de se dire mais est-ce que je suis légitime d'être ici. Mon enfance a plutôt été ok, j'ai pas trop de traumatisme à raconter, je crois pas. Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment un peu il y avait un mood comme ce ça. truc-là, au Beaux-Arts, où il fallait faire du storytelling. Et, Sur les traumas, tu veux dire? sur les traumas. Et voilà, où il fallait les déballer comme ça, en public et tout. Et en fait, je me sentais pas vraiment en accord avec ça. Bien sûr, ouais. Et voilà. Donc j'ai essayé petit à petit aussi, avec le temps, une bonne distance. de prendre une distance. En fait, je pense que c'est un petit peu là-dedans où je me suis quand même petit à petit créé une safe place où j'ai juste... j'ai pris ce que je voulais prendre et avec ce avec quoi j'étais à l'aise. Et j'ai un peu laissé ce qui me correspondait pas, quoi. Ouais. D'ailleurs, on fait un petit point. Tu peux te présenter donc, ta pratique artistique, ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Il y a un petit. Aujourd'hui. Alors. J'ai toujours... j'ai jamais abandonné le dessin au final. Hein. C'est peut-être une année, mais voilà, ça reste ma pratique. Un petit break principale. de relation. Oui, on va arrêter. C'est bien de faire des pauses. Oui, tout à fait. Mais, en fait, c'était drôle parce que c'était un accident en cours de dessin avec Franck. Où j'essayais à un moment donné, j'essayais plein de trucs. Enfin, à un moment donné, puis j'avais plein d'encre de tatouage qui traînaient à droite à gauche parce que bon, voilà, je faisais des petites conneries à côté aussi. Ouais. Et à un moment, j'avais un vieux pot d'encre de tatouage qui était tout séché comme ça. Enfin bref, je me suis dit si j'allais faire un petit dessin avec ça. Et en fait, j'ai renversé le pot sur une feuille et puis j'ai découvert une technique. et avec des pinceaux et tout. Enfin bref, et c'est là que j'ai reconnecté un peu avec le dessin au final. À l'époque, je dessinais que au crayon de papier, vraiment la pointe la plus fine, il faut que ce soit le plus réaliste possible, mais vraiment ça prenait 15 000 ans pour faire un portrait, un dessin, un truc. Et voilà, du coup j'ai gardé la même technique toujours jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est plus de langue de tatouage, j'ai trouvé d'autres choses un peu moins onéreuses pour dessiner, donc c'est essentiellement du travail au pinceau à partir de pigments noirs, des pastels secs surtout. Et puis, je reviens avec la conserverie, un lieu d'archives, et à ce lien qu'on avait avec Anne aussi à la fin, de sensibilité, cet attachement aux archives, aux images, à la photographie. Et j'ai toujours eu un lien très fort à la photographie. J'en ai toujours fait, mais j'ai jamais su comment la montrer. J'ai jamais vraiment su trouver une place, comment la présenter sur un mur, dans l'espace et tout. Et c'est un petit peu au final comme si le dessin devenait mon médium pour approcher la photo. Et donc c'est beaucoup d'utilisation de matière photographique qui est une base, donc beaucoup de recherches dans des archives ou de la conserverie, ou des miennes, ou alors des archives de certaines villes quand je suis en résidence par exemple.
Voilà, un petit peu. Et donc, du coup, Anne, tu l'as rencontrée avant les Beaux-Arts. Tu as gardé un lien avec elle durant tes études, durant les 5 ans. Et après, tu as travaillé après l'école avec elle. Donc, c'était un peu comme un mentor, j'allais dire, pour toi. Et encore aujourd'hui. Et donc, ça t'a vraiment aidé, un peu comme un phare, ou, si je peux dire. C'est si mon je peux phare dire. dans la nuit. C'est ça. Une pensée à Anne. Ouais, c'est vrai qu'elle m'a toujours beaucoup soutenue, beaucoup accompagnée, non, je l'ai connue du coup quand j'étais en première année aux Beaux-Arts, quand j'ai découvert Metz, et quand on découvre tous les lieux à Metz, et que voilà. Et donc oui, jusqu'à la sortie des Beaux-Arts, quand j'ai eu le diplôme, elle m'a proposé ma première exposition personnelle. Ouais, Donc, super. c'est chouette. Et aussi, on a fait le dispositif Émergence, Ouais. Oui, tout à donc, fait. qui est super. Ouais, tout à Vraiment, fait. c'est quand on sort d'école d'art, c'est génial Ouais. d'en faire un, parce que ça permet de ne pas se retrouver complètement tout seul. Et si en plus de ça, on a déjà un lien intéressant, un lien fort avec un lieu ou avec quelqu'un, et ben c'est génial. C'est un peu l'occasion de se dire viens, on continue, et puis on est accompagné, et puis on fait des choses ensemble, et puis c'est un échange en fait qui perdure après. Oui, pour préciser pour les élèves ou les alumni, c'est en gros, idéalement, c'est une aide, un soutien où il faut faire la demande avec une structure. Donc un espace muséal, voilà, ou art du spectacle, enfin, je crois. Oui. Tout dépend de votre format, votre projet que vous voulez proposer. Mais pas seul. Voilà. C'est ça, on en parle d'abord avec la personne, et puis ensuite on se dit Oui, et voilà. si on faisait un dossier. Un dossier, c'est ça. Et voilà. tout à fait. Bon, après, Anne, elle a beaucoup géré le dossier, tout fait. Voilà. C'est, mais ouais, ça m'a permis, du coup, ça nous a, enfin, ça m'a permis aussi beaucoup de, voilà, même économiquement, parce que quand on sort d'école d'art, on n'a en général pas d'économie. Tout à fait, ouais. Tu travaillais à côté de l'école, Oui. donc tu as toujours gardé un job alimentaire à côté en parallèle de l'école. Oui. Donc tu avais une semaine intense, je suppose. Oui, surtout les premières années, en fait, où c'est première année, je sais plus, je comptais plus le nombre d'heures, je crois qu'il y avait plus de 45 heures Oui, je pense. de cours, et puis ensuite, les week-ends, j'étais au FRAC. J'ai commencé au T'as FRAC commencé FRAC en quelle année en 2017. Ok, en médiation. Ouais, je suis la plus ancienne du FRAC maintenant. Bonjour à l'équipe du FRAC, comme à chaque épisode. Coucou. Et donc oui. Donc ça, c'est pareil, c'est une grosse chance. J'ai envoyé une candidature spontanée comme ça, en me disant « Oh, ce lieu, il a l'air sympa, les valeurs ont l'air plutôt cool. » Et j'ai envoyé une candidature, et 2 jours après, on m'a proposé un entretien. Et C'est voilà. beau. Et c'était parti. C'est beau. Et j'y suis toujours. Voilà. Trop bien, trop bien. Est-ce que du coup, tu as réussi à comment dire, on va faire un petit point juste après l'école. Comment ça a été un peu ta transition après l'école? Tu t'es inscrit à l'URSSAF, je suppose, en autrice ou pas? Et après, comment tu as un peu déclenché des contacts, du travail, tout ça? Alors, j'étais déjà inscrite à l'URSSAF avant de sortir des Beaux-Arts, mais je l'avais très mal fait. J'ai rien compris, comme tout le monde. Ça va être arrivé. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On va vous aider. On est tous largués, hein, voilà. on l'est encore, des fois. Donc, oui, je m'étais inscrite à l'époque parce que j'avais eu une vente, et c'était pas le même système que maintenant. Enfin bref, c'était un peu complexe. Je pourrais même plus le dire à quel point c'était complexe. Il y avait une réforme à l'époque. Oui, c'est ça. Enfin, avant la réforme, donc oui, j'avais déjà ce statut, mais j'ai quand même dû tout recommencer à la sortie pour tout faire les choses bien. Oui. Et disons que en fait, les Beaux-Arts m'ayant quand même pas mal épuisée, les Beaux-Arts, le travail, enfin c'est vrai que pendant 5 ans, au final, j'ai jamais vraiment eu de vacances ou de week-end. Et donc de l'art, de l'art contemporain. Plus de l'art. Plus de l'art contemporain. Au bout d'un moment,
voilà, je T'as suis dû sortie, faire j'ai une juste dit foutez-moi la paix avec ça, là, vraiment. Je veux faire au moins une année où on me fout la paix. Ouais, Et je fais mon travail alimentaire et machin, et en fait, je me retrouve moi, j'essaie de me refaire une petite santé, tout ça. Et c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Donc, mais la Au moins, vie ouais. et la chance a fait que j'ai eu des propositions plutôt flippantes parfois, donc et plutôt très chouettes comme l'exposition de la première exposition avec Anne à la Conserverie, un lieu d'archives. Ouais. Donc ça c'était génial, j'étais concentrée Dans comme un ça petit dans les cocon, archives, ouais. c'était à fouiller dans les archives comme ça une après l'autre, enfin vraiment c'était trop cool. Et une autre proposition pour une exposition à Paris dans un lieu qui s'appelle Les Invalides. Autant dire que c'est vrai que moi qui rêvais de juste faire des pochettes de disques et des affiches de concerts et des trucs pour des copains et tout, ça changeait un peu. C'est immense, ouais. Et d'ailleurs, je veux toujours faire des pochettes de disques si jamais. J'espère que je le remettrai en barre d'infos avec ton contact. Voilà. Donc oui, c'était compliqué. Et puis surtout, la même année, donc en 2021, j'ai intégré la galerie Maya Muller à Paris. Trop bien. Juste après cette exposition aux Invalides, les deux sont arrivés et j'ai pas été très très accueillante par rapport à ces propositions tout de suite. Je dois avouer, c'est vrai que c'est peut-être bête à dire parce qu'on court tous après. Beaucoup d'étudiants qui sortent d'école d'art rêveraient d'avoir des mails comme ça. Une galerie et une proposition d'exposition et tout. Mais c'est vrai que ayant pas mal été briefée par des artistes, etc., sur qu'est-ce que c'est le milieu de l'art, et notamment le milieu de l'art parisien et tout, ça me donnait pas vraiment envie. Moi, j'avoue que la concurrence, ça me parle pas du tout. Le milieu des galeries, j'ai peur, parce que j'ai écrit un mémoire quand même sur la productivité dans l'art, et du coup, me retrouver dans une galerie et de devoir créer des expositions très souvent, etc., sachant que T'as un travail à côté, que t'as beaucoup de choses, C'est ça, et en fait, gérer. c'est aussi un point clé pour moi qui était de garder mon travail au FRAC, qui me permettait de conserver une stabilité, une petite stabilité financière, me permettait aussi à un moment donné de choisir les projets pour lesquels j'avais envie de travailler, et avec lesquels je me sentais connectée aussi émotionnellement et en termes de valeurs. Et donc, j'avais l'impression que si j'acceptais de travailler avec une galerie et que j'accepterais d'exposer au Musée des Invalides, j'allais signer un pacte avec le diable, en fait. Et donc, c'était assez inconfortable. Et à la fin, je me suis dit, mais t'es qui, en fait, pour refuser des trucs comme ça et qu'à la fin, je veux dire, à un moment donné, je pense que mon rythme, on peut pas me forcer. Je veux dire, je me suis dit, si vraiment ça me correspond pas, on arrêtera. Au pire, oui, voilà. Tu testes et après tu recules si ça te convient pas, C'est ça. Dans la forme de travail, dans l'espace et tout, bien sûr, Et voilà, après, j'ai demandé aussi pour l'exposition aux Invalides, j'ai quand même demandé, mais c'est quoi les autres artistes ? Et est-ce qu'il faut absolument brosser Napoléon dans le sens du poil parce que je le déteste et que surtout c'est un lieu que je déteste aussi et que voilà, c'est quand même un musée dans lequel il n'y a que des armes. Super. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai toujours tout ce que j'ai toujours détesté. Et donc voilà, c'était à l'époque Damien de Roubaix qui en plus me proposait cette exposition. Je disais, mais t'es un peu... c'est bizarre sûr, quand même. Et j'ai un peu dit non plusieurs fois au début. Et puis un jour, il me dit la liste des artistes, et puis j'ai vu qu'il y avait des artistes de la collection du FRAC dans l'exposition qui étaient plutôt des coloniaux, etc. Donc je me suis dit, bon, ça m'étonnerait qu'ils fassent l'apologie de Napoléon. Et puis je vois des grands noms qu'on a étudiés en histoire de l'art et tout, et je me dis, franchement, dans tous les cas, je vais envoyer un dossier, il ne sera jamais pris, et puis au moins, il me laissera tranquille.
Et puis, il s'avérait que mon dossier a été sélectionné pour l'exposition. Ouais, Donc, trop voilà. bien. Ouais, comme quoi, Qui était au final un bon... un bon... Voilà, faut Ouais. que je pèse mes mots. C'est pas une exposition qui a été très bien accueillie par les fans de Napoléon, je vais dire les choses comme ça, et c'était plutôt chouette. Ah, écoute, Donc on a été traités d'artistes dégénérés, etc. Donc qu'on prend plutôt bien comme remarque. écoute, au moins, tu auras eu des premiers haters de ta carrière. C'est pas mal, quand même, c'est stylé. C'était sympa. Ouais, c'était drôle. D'être dans la gueule dans l'antre du... Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Non, c'était... Ok. Et puis c'était une expérience à la fin. Enfin, je pense que des fois, justement, quand on est dans des zones un peu inconfortables et que, en tant qu'artiste, c'est intéressant, en fait, je trouve, de travailler dans des zones comme ça, parce qu'il y a plein d'enjeux et ça... T'apprends vite aussi. C'est ça. T'apprends vite et t'es obligé de t'armer, en fait, Ouais, bien sûr. et de faire beaucoup de recherches, etc., parce que tu sais qu'il va y avoir Il y a des gens, entre friction, guillemets, etc. ouais. Et, Ouais. et puis c'était un peu une souffrance de travailler là-dessus, évidemment, mais c'était très formateur Et aussi. du coup, ça a allégé, je suppose, d'autres invitations à des expositions. Oui, des après, tout était propositions. un peu plus Tout était simple au final. Franchement, en fait, un truc dur dès le départ. Je rigole, j'abuse. Ouais. J'abuse, mais Mm. oui, je comprends. Et en plus, je pense que ton travail avec Anne, ça m'a permis aussi de construire un dossier, enfin, autant à l'école qu'après l'école. Complètement. Tu as pu refaire des dossiers des plus conséquents et Mm. tout ça, bien sûr. Mais c'est d'où l'importance, en fait, quand on est déjà en école d'art, ou même si avant même d'aller en école d'art, enfin, si on peut arriver déjà à rencontrer des personnes qu'on aime bien et qui sont proches de nos valeurs, d'un coup, les choses sont un peu plus... sont Douces, plus douces, sont plus légères. Et puis, je pense que c'est le plus important, c'est d'arriver à s'entourer, à bien s'entourer. Ouais. Trouver son bon rythme, pour faire un petit résumé après la petite Ouais. mini-pause. Trouver son bon rythme, l'équilibre, entre guillemets, ton cadre idéal. En effet, moi, dans mon cadre idéal, en tout cas, tu me dis si je me trompe, savoir où je m'inscris, dans quelle ville, quelle maison, quel appartement, enfin maison, mais quel appartement, et est-ce que je veux un travail fixe, à mi-temps, temps plein, qu'importe, et après mon énergie elle est là, je travaille mieux le soir, je travaille mieux le matin. C'est super aussi de vous dire et de vous connaître physiquement, mentalement, psychologiquement, de ah bah tiens, moi je travaille mieux de 8h à 13h, et après juste le reste, ça sera autre chose. Ou alors je réponds mieux à des mails le matin que le soir, etc. Et du coup ça permet aussi de poser un cadre et du coup un apaisement, en plus des personnes de confiance. Tu me dis si je me trompe, mais... Oui. Ouais, En c'est général, ça. je pense que oui, effectivement. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de Évident, trouver ouais. son truc, parce que j'ai l'impression que moi, perso, ça change tout le temps. Donc, Oui. voilà. Et en plus, tu me Et, disais, on ne peut pas avoir un entourage non plus. Il y aura toujours des nouveaux collègues qui vont arriver, des nouvelles problématiques, des tensions comme ça aussi, où ça ne matche pas artistiquement, professionnellement, mais c'est OK, comme on dit. Et puis voilà, quoi. Je comprends tout à fait. On fait une petite micro-pause habituelle de rebonjour pour nous reconnecter à notre écoute. L'équipe Rebonjour a une petite surprise pour vous. Donc j'aimerais demander à une personne dans le public si elle veut tirer les cartes. On fait tirer Célia et on fait tirer une personne dans le public. Qui veut? Ok, let's go. Tu peux venir près de la scène. Est-ce que il y a 2 personnes? Pas de souci. On peut prendre 2 personnes si vous voulez. Avant de la lire, vous avez une petite question personnelle. Pas la peine de la partager. C'est vraiment pour du pur plaisir. Le rituel féerique. Ok. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Ça te parle par rapport à ta question ou... Ouais. C'est pour les fées. C'est ça un peu. Bah déjà, ouais. J'ai pas de jardin. Peut-être que c'est un signe que tu en auras un plus tard. J'espère. J'espère du fond du cœur. écoute. Mon jardin sera une forêt. Bah, tu m'inviteras. Tu m'inviteras. Oh oui. Je cherche un mécène, si jamais. Alors, donc il y a... On rappelle pour les désirs de Célia, un mécène plus des musiciens ou des groupes pour l'image. Voilà. Tu veux nous partager Alors moi, c'est les salamandres, élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie.
Je trouve que c'est une carte particulièrement positive Ah. parce qu'on n'a jamais assez de joie et d'enthousiasme. Surtout Tout à quand on est fait, surtout. artiste. Exactement, c'est un bon. Avec l'intro et toute notre. Ça fait, j'avoue que ça marche bien. Merci de ce partage. Cohérent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ça matche bien avec tout ça. Faut que je trouve les faits. On va. Apparemment, ils sont partout. Merci à Ah ouais. Joey de nous avoir partagé le réal de ce soir, de nous avoir partagé ces belles cartes. Merci beaucoup. Un petit clin d'œil, du coup, pourquoi les cartes pour l'interlude? C'est que, Célia, tu veux nous dire un peu pour les cartes de tarot que tu as réalisées avec Anne? Oui. Je ne les ai pas en images. Mes excuses. Oh, attends, je crois que je les ai ne pas envoyées. Non, tu ne me les as pas envoyées, les cartes. C'est pas grave. Désolée. Oui, parce qu'au-delà au-delà du dessin, il y a aussi d'autres pratiques, donc toujours l'approche avec les images, des sculptures, et aussi avec Anne, on a tendance à de temps en temps faire des objets ensemble. Pas que d'édition, ouais. Ouais. Et on a eu l'idée avec Anne et avec Lauriane Desvignes, qui était aussi étudiante ici aux Beaux-Arts, de créer un tarot avec les images de la conserverie. Donc l'idée était un petit peu de farfouiller dans les archives de la conserverie pour illustrer un tarot de 78 cartes. Ça fait beaucoup d'images. Très beau, très beau. Et voilà, donc qui est en vente toujours. On peut le retrouver sur le site de la conserverie. Ou voilà, à la Cité Musicale. Oui, et bien dans... sûr, à la Cité Musicale. Merci. Et dans les librairies Messines, effectivement. Oui, tout à fait. Il était au livre Ouais. à Metz en plus. Et au livre à Ouais. Metz. Et je crois dans la librairie du Centre Pompidou aussi. Ouais. Ah oui, tout à Voilà. fait, je crois, oui. Ah ouais. Trop bien. Et Voilà. c'est un très beau jeu. On dit un jeu de tarot? J'ai Moi, oublié. je dis un jeu de tarot. Ouais. Oui, un jeu de tarot, oui. Il y a vraiment, l'idée était un petit peu de, comment dire, désacraliser un peu le rapport au tarot, enfin surtout dans l'after Covid, Oui, où il y a eu un espèce D'engouement. de grand engouement autour du tarot et de tous les trucs New Age, voilà. Et moi-même, hein, du coup, je suis carrément auto-formée. Mais il y a vraiment ce lien avec la symbolique des images que je trouve intéressant. Et donc, Oui. voilà. Et pour faire un lien, en plus, tu écris quand même beaucoup. En tout cas, c'est très présent sur ton site. Tu écris, donc, enfin, dis-moi si je me trompe, et c'est aussi un moyen de poser des mots, du texte sur des cartes. J'écris plus beaucoup. Oh, pardon, En fait, excuse-moi, j'écrivais. C'est vrai que en Non, fait, sur non, le tu m'as dit site, que tu as un c'est- désir de réécrire. Ouais. Tu m'avais dit ça, Ça. excuse-moi. c'est justement ça. C'est qu'en fait, c'est vrai que depuis que je suis sortie des Beaux-Arts, j'ai complètement déconnecté avec l'écriture, malheureusement, parce que c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Mais c'est vrai que j'ai déconnecté avec... Enfin, j'ai pas déconnecté, mais on m'invite beaucoup plus à proposer des expositions de dessin, etc. Donc j'ai eu beaucoup moins de temps pour continuer à expérimenter d'autres pratiques et continuer à creuser le travail de l'écriture. Et ça me manque, me manque un peu. Et voilà. Donc j'aimerais reprendre en fait ce travail-là, mais c'est vrai que souvent l'écriture va se retrouver un peu plus dans les titres des œuvres ou dans des œuvres directement. Mais c'est assez rare. À la fin, c'est des... Ton œuvre ici qui s'appelle Je passe, que je trouve très beau. Voilà. Et là, il y a du texte tout en restant... Les chaussures, je passe. Et c'est un petit peu l'idée d'imaginer comment en fait écrire dans un travail plastique. C'est pas toujours évident de connecter l'écriture à un travail plastique. Et là, l'idée était un petit peu d'imaginer presque un peu des formes assez poétiques, en fait, où on a plusieurs possibilités de lecture. Il y a le rabot aussi là-haut, où j'ai écrit un des chapitres de mon mémoire. J'ai gravé. Trouver l'espace. Trop beau. Voilà. Alors, du coup, c'est fou parce que j'allais te poser une question par rapport à l'espace, bien sûr. 2 questions sur l'espace. Non, pas l'espace, la Lune, tout ça, mais...
J'adore C'est les plutôt étoiles. la transition, c'est clair. T'as vu, j'y ai pensé, on t'a mis des petits chamallows étoiles à j'ai devant. pas vu. C'est pas grave, écoute, t'inquiète. J'étais tout va trop bien. timide, j'ai pas regardé. C'est pas grave. Du coup, pour toi, en termes d'écriture, on parle d'écriture, donc c'est un moyen, en tout cas pour les auteurs aussi, de facilement travailler partout, entre guillemets, mais ton travail, toi, il te demande beaucoup d'espace, d'ampleur, de matériaux, de saleté aussi liés au fusain et aux techniques de dessin. Et du coup, tu as vite trouvé, enfin, tu me dis après, parce que la galerie, c'est purement dans un cadre, on peut faire un lien après, donc on te suit, on propose ton travail, on le présente, mais il te faut un espace, un atelier, ce qui est toujours demandé après les beaux-arts et ce qui est difficile. Tu veux nous raconter un peu comment tu as pu trouver un espace partagé Encore une fois, j'ai eu trop de chance. C'est vrai que par exemple sur le travail que j'avais fait aux Invalides, je l'ai fait dans ma cuisine, dans mon appart, sur le sol parce que j'avais pas de mur. Enfin, pas de mur. Pas de fenêtre, pas de mur. C'est la Pas forêt, de finalement. mur libre. on va dire. L'avantage de vivre dans des tout petits apparts. Ouais. Donc c'était en plein Covid, en plein confinement, dans un appart où il n'y a plus de place au mur. Travailler sur le sol de sa cuisine avec une C'était technique qui est un petit peu salissante. C'est pas le plus confortable. C'était pour j'ai fait un rêve, c'était pour ça? Non, ça Non, c'était c'était pour à- les Invalides. Ok, Ça, ok, très bien. j'ai fait Oui, ici. tu m'as mis le doute, ok, très bien. Ici, pas ici, mais bref. En partie. Bah alors, Voilà. ok, très bien. Non, voilà, ça c'était juste d'autres dessins que je vais faire là pour les Invalides, justement. Ceux-là, je les ai travaillés par terre, donc dans ma cuisine, et je me suis dit, mais c'est pas possible de continuer à travailler comme ça. Et justement, grâce au dispositif émergence avec Anne, j'ai pu accéder à un atelier et à payer pendant 2 ans en fait un loyer pour un atelier. Ça reste un petit loyer parce que c'est dans un appartement qu'on partage maintenant avec Lucille Taïeb et C'est qui s'appelle Appart Atelier, l'appart atelier et maintenant Romain Vadala. Voilà. qui est passé à Rebonjour l'année dernière. C'est ça. Très bien. Et voilà, et donc on a chacune une petite pièce d'environ 10 mètres carrés, c'est ça un peu. Et du coup, tu arrives à repenser un peu mieux ton travail, ou tu es plus apaisée sur des points logistiques C'est une libération d'avoir un espace de travail dédié à ça. Et c'est vrai que c'est une des plus grosses problématiques en fait quand on sort d'art et d'école d'art. On n'a pas l'économie de payer des loyers super chers. Bien sûr, On n'a pas toujours une pratique qui est adaptée à des lieux qui peuvent nous être proposés, comme par exemple Lida, qui est un super lieu, qui peut être un super outil, etc., mais qui n'est pas toujours adapté à des pratiques salissantes. Comme la tienne. Voilà, mais je pense que la Avec des plupart, voisins et la plupart des artisans à Lida voudraient me couper la tête, je pense, à la fin, parce que vraiment, tout serait noir. Tout est noir, les meubles. Voilà. Je redécore l'espace. Donc voilà, il y a cette question d'économie, mais aussi d'espace approprié. Puis souvent, quand on travaille dans notre atelier, on aime bien ne pas trop être dérangé. Ouais, tout à On fait. aime bien être un peu dans une bulle et ne pas forcément être vu en train de travailler parce que c'est pas toujours confortable. Ouais. Tu me fais penser, excuse-moi, parce que pour les alumni ou étudiants, comment tu as pu rencontrer ta galeriste? On l'a pas dit, on l'a pas trop évoqué, juste si tu t'as... Alors c'est pareil en fait, la galeriste, je l'ai rencontrée. Ouais. Je l'avais rencontrée très rapidement avant d'arriver aux Beaux-Arts, parce qu'elle s'était rendue à une exposition à Meisenthal, qui était commissariée par Damien de Roubaix. Ok, d'accord. Et ma galeriste et la conjointe en fait de Damien de Roubaix. C'est très bien. Et donc on était restés un peu vaguement en contact et à la sortie d'école, c'est un peu Damien qui a poussé mon travail vers la galerie. Ouais, comme Voilà. quoi, tu vois, il suffit de 2-3 personnes. Donc ça beaucoup match. de chance, beaucoup Ouais. de chance que j'ai conscience que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont pu m'aiguiller, etc. Et malgré le fait d'être née d'avoir grandi dans un tout petit village de 700 habitants, ça reste
Meisenthal, ça reste plutôt privilégié, enfin dans le Oui, sens c'est quand où même assez reconnu. Ouais. il y a quand même une grosse programmation, il y a un lien avec la culture, ne serait-ce que Ouais. par Artopie, mais il y a aussi une SMAC Ouais. à Meisenthal. Il y a l'Alverrière qui montre aussi des expositions d'art contemporain. Il y a d'autres artistes, Ouais. Patrick Neuil, que j'adore, que j'ai jamais rencontré d'ailleurs. Mais, et Stéphane Balquenol, etc. Ouais. Enfin bref, Ah, il y a un vivier, quoi. Je pourrais remettre toutes ces listes-là des lieux si vous voulez les avoir en barre d'infos. Est-ce que tu veux nous parler rapidement, on arrive vers la fin. Pour toi, en effet, on parlait de rythme. Est-ce que dans cet entre-deux, je sais que les endroits de transition t'inspirent. Est-ce que cet entre-deux, tu le ressens beaucoup dans ton travail d'artiste, entre des moments où tu as beaucoup de commandes, ou alors voilà, 2-3 qui te prennent pendant 6 mois et d'un coup, tu n'as plus rien, tu as un creux. Et comment tu gères ce déséquilibre de rythme dans l'année? Est-ce que tu as trouvé une astuce, ou alors tu déculpabilises, tu lâches si pendant 6 mois, tu n'as rien? Bon, on a toujours des moments de down, hein. Mais on se fait un peu plus confiance quand même avec le temps. On sait que ma plus grosse problématique, c'est surtout les gros moments où je sais pas trop vers où aller, où je sais pas comment je vais continuer, etc. Des moments où il y a un peu des creux. Et j'en ai pas tant eu jusqu'à présent, mais là, ça arrive. Et donc, je suis typiquement là en ce moment dans une période un peu plus calme. Et ce dont j'ai toujours rêvé depuis le début, mais du coup, je passe mon temps à angoisser. Ouais. Super. Et, mais en même temps, donc voilà, l'idée est quand même de continuer à trouver un équilibre, donc de trouver des solutions. Et la question du rythme aussi, c'est une question qui est assez importante pour moi déjà dans le mémoire à l'époque, où en fait on peut pas être tout le temps productif. On peut pas être tout le temps, le simple fait de s'asseoir à une table et de se dire maintenant je vais créer un truc, ça marche pas. En général, ça arrive quand on s'y attend pas toujours. Et c'est ça, et c'est souvent quand on est super débordé, quand on n'a pas le temps, que plein d'idées nous arrivent, etc. Et puis quand on a un peu plus de temps, on mange du mou, quoi, en fait. Et voilà. Et donc, mais je pense qu'il faut être un peu indulgent envers soi-même et de se dire, et au bout d'un moment, quand on connaît son fonctionnement, on est un peu plus serein aussi. Oui, t'as raison. Et on se dit, bon, ok, là, j'angoisse un peu, mais en même temps, c'est pas la première fois. Et ensuite, je sais que je vais retomber sur mes pattes et je sais que je vais faire plein de trucs trop cool. Oui, t'as raison. Et voilà. Mais il faut, je pense, se laisser le temps de se dire, ok, là, je suis un peu un petit caca. Et c'est pas grave, je suis un petit caca. T'as raison, dans ces moments-là, en fait, tu peux pas forcer la création, ou tu peux pas forcer aussi du style aller à un vernissage ou aller voir du monde, et qu'en fait, je le sens pas. C'est la même relation aussi qu'on a un peu avec la création, c'est que des fois, même si on force, ça coince. En tout cas, moi, ça n'a jamais trop marché de me forcer. Enfin voilà, c'est vrai que même aux Beaux-Arts, tous les cours qui fonctionnaient sur le principe de vous avez un thème et dans 3 heures vous avez une forme, ça marche pas avec moi, c'est pas possible. Ça, au contraire, ça me tétanise et j'ai tendance à pas du tout être créative dans ces moments-là. C'est plutôt justement dans des moments où je suis en mouvement, où je fais des choses, que les choses arrivent. Et c'est rarement en étant assis devant une table sous des néons dégueulasses que les choses arrivent, quoi. Enfin, vraiment, faut bouger, faut machin, Et c'est pour ça que je trouvais que ce qui fonctionnait le mieux, c'était les workshops, quoi. Ouais, bien sûr. C'est des trucs où on sortait, où on allait dans d'autres lieux, on changeait d'endroit. Parce que le corps, quand il se met en mouvement, le reste a tendance à suivre. Oui, j'ai l'impression, après je parle pour moi, mais je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui avaient besoin d'avoir des
d'avoir des directives comme ça très... Et d'autres pas du tout, Et quoi. d'autres pas. Mmh. Chacun trouve son fonctionnement, quoi. Ouais. Et est-ce que la partie donc, d'avoir un travail à côté, toi alimentaire, ou un travail de médiation au FRAC te permet de te soulager d'une charge mentale de justement, ça se trouve, je risque de faire juste 1 000 € en tant qu'auteur artiste sur 5 mois, 6 mois. Est-ce que pour créer, du coup, tu te sens beaucoup plus légère, moins sous pression parce que tu as 0 sur le compte ou alors, déjà payer son loyer, c'est déjà beaucoup au niveau de la charge mentale, mais est-ce que du coup ça t'allège aussi une liberté d'expression artistique, d'avoir un travail à côté? On dépend un peu moins Ouais. des commandes et tout, même si au final, j'ai quand même dit un peu oui à tout depuis Oui, je comprends. que je suis sortie. Donc des fois, ça a créé quand même des moments où il n'y avait pas beaucoup de respiration, pas Oui, beaucoup c'est de ça. pauses. Ouais. Mais en fait, comme j'ai pas essayé Mm. sans le FRAC, Ouais. je sais pas. Ouais. En fait, je sais pas. Ça se trouve. En fait, c'est vrai que juste l'idée de me dire bon, maintenant, je me débrouille toute seule. Ouais. Toute seule, avec uniquement ma pratique d'indépendante. Ouais. J'avoue, je suis peut-être un peu peureuse pour Ouais. essayer ça. Et c'est vrai que souvent on me dit, mais peut-être que ça te pousserait un peu plus à te donner la niaque pour envoyer des dossiers, pour machin, si ça. Et en fait, c'est vrai que non, ça me fait, pour le moment, ça me fait encore un peu, ça me fait peur. Et là, je me rends compte que dans la période que je traverse actuellement, où il n'y a pas énormément de revenus artistiques, je suis très heureuse de l'avoir. Donc voilà. Et puis il y a cet apport-là, cette sécurité-là, mais le FRAC, c'est aussi d'autres choses. C'est aussi faire de la médiation, c'est du contact tout le temps avec des gens. Ça reste dans un... Ouais. Et ça reste connecté à une pratique artistique. Et puis surtout, étant extrêmement timide et pas très à l'aise avec les gens à la base, ça me force à continuer à travailler ça, en fait. Ouais, comme tu disais, pour le muscle. C'est ça. Je pense que c'est un peu comme un muscle. Il est encore un peu tard pour faire un lien, mais je rappellerai l'histoire de la musculation, bien sûr. Je glisse. On va aller à la salle après. Après, on ira à la salle. Faudrait, hein. C'est clair. Il Enfin, faudrait je ça à parle l'école. pour moi. Mais Ouais, je vois très bien. Non, mais voilà, ça me permet d'être quand même assez connectée encore à la réalité. Puis ça me permet aussi d'avoir des horaires. Et même si c'est que les week-ends, ça me permet d'avoir quand même un peu un truc structuré, parce que ma vie, elle a tendance à être un peu une soupe. Ouais, complètement. Je vois ce que tu veux. En plus, t'aimes bien les soupes, tu m'avais dit. J'adore les soupes. On a failli en faire, même. Ouais, je suis un peu une fourchette, donc c'est... mais voilà, après, c'est plus... Enfin, moi, ça m'aide à avoir un truc, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'organiser. Ça n'a pas changé, et je sais pas si ça changera un jour. J'essaye, j'espère. Peut-être que je grandirai. Mais ouais, ça me sécurise à ce point-là. C'est un squelette, ton planning. Ouais. Et aussi, je vois très bien à quel moment tu te greffes. Bon, là, j'ai 2 jours pour faire un dossier. Là, j'ai 1 jour et demi pour écrire un truc. Là, j'ai temps pour voir des gens, etc. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un squelette. Et je comprends tout à fait. Et aussi, forcément, une décharge qui te met tes propres deadlines, quoi. Et j'avoue que je conseille de faire ça, comme ça aussi vous vous sentez physiquement moi si je suis plus l'après-midi pour des rendez-vous, là je suis plus... Donc c'est intéressant, comme tu dis, ce squelette là. C'est un peu une des rares choses qui me structure dans une semaine. Et puis on continue d'apprendre tout le temps. Enfin, c'est trop chouette, on continue à rencontrer des artistes et tout. Voilà, donc pour le moment, je suis bien là. Peut-être qu'un jour ça va... Je vais bouger de la ville, ce qui pourrait être bien. On manifeste tous pour toi un jardin et une maison. Un jardin, une maison. En plus, et comme je vous ai lu ce matin, pas du tout. Tout à l'heure, je vous ai lu un petit passage où il dit même si on n'aura pas de maison, parce que c'est vrai que les auteurs, c'est rarement qu'on a une maison. Si on n'a pas de CD, on n'a pas de maison. Donc du coup, on pense d'abord à notre corps, à notre rythme, à notre charge mentale, et ensuite, et on lâche rien, et ça ira. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose avant qu'on vous partage les livres qu'on vous recommande ce mois-ci? Est-ce que, je sais pas, pour les alumni, pour les étudiants dans la salle? Je sais
pas. Je sais pas On a un peu quoi tout dire. dit quand même. On a un peu tout dit. On a quand un même. peu tout dit, Ouais. je crois bien, ouais. Ouais, Mais si vous avez des questions... tout à fait. Après la question, si vous voulez. Pardon. Non, après, non. Non, en fait, il y a un petit pont et après, on fait les questions avec grand plaisir. Je vous ai mis j'ai mis des paillettes. Le CNRTL. Parce qu'on en a parlé en rendez-vous, je me dis, il faut que je le remette. Je le mets au moins une fois par an parce que c'est fantastique. Ah oui. Si vous voulez trouver un synonyme, Je me souviens de tu te rappelles pourquoi de cette discussion. on parlait de la... Le mot, j'ai oublié. de l'ambition. Le mot ambition. Alors, pour un exercice, allez taper ambition sur le CNRTL et Ouais. allez voir toutes les couches de définition. Et voyez si vous êtes ambitieux. Est-ce que tu es ambitieuse du coup là? Non. Par rapport à la définition, non. Non, par rapport à la définition Ton travail. du CNRTL, bof. Par contre, moi, je peux avoir l'ambition de faire des soupes et des tartes tranquillou à ma maison. Voilà. Mais ça dépend où on la place. Je pense que c'est ce qu'on disait tout à pendant fait. la discussion. C'est, je pense, à chacune de mettre sa définition de Trouver sa l'ambition. propre ambition. Ouais. Et si votre ambition, c'est de faire des soupes et des tartes, C'est parfait. Oui, en fait, il faut c'est être ambitieux. dissocier. T'as raison, il faut dissocier la personnalité du travail ambitieux d'un tempérament ambitieux. C'est pas du tout la même chose complètement. Mais la définition est surprenante, donc je vous conseille d'aller voir et aller fouiller tout le CNRTL. Toutes ces petites onglets que vous voyez sont très inspirants, intéressants pour trouver un titre d'une œuvre, qu'importe, et vérifier aussi les sources et l'étymologie des mots. C'est génial. Ouais, c'est génial. On conseille. Pour faire un petit lien pour finir avec vous l'épisode, je vous reparle donc les 2-3 pages que j'ai lues tout à l'heure. Donc le livre de Martin Page, donc, qui est à la bibliothèque. Vous allez vous bagarrer, je pense, parce qu'il est absolument fantastique, ça se lit très vite. Et comme vous voyez le titre, ça questionne beaucoup de choses chez beaucoup de personnes dans notre métier, mais aussi les parents et tout ça, et le rapport au sport et à justement travailler son esprit, sa confiance, tenir bon pour des personnes qui sont, comme il dit, inadaptées dans le titre, mais pour les autres, mais qu'on nous a volé beaucoup de choses, autant pour les artistes, dans la manière de penser son travail, de croire en soi, et que le sport peut faire beaucoup de bien. On verra, un jour on va à une salle de muscu, on invitera Martin Des podcasts dans une Page. salle. C'est ça, et il fera une petite conférence sur ses recherches. Et donc si tu veux parler aussi de Rose Lamy, Ascendant Beauf, rapidement, ou alors on dit juste le titre et puis on vous tease, comme tu veux, c'est là. Bon, j'avais évoqué ce livre un petit peu quand on parlait du langage aussi. Il y avait un peu ce truc où je te parlais un petit peu de ce truc-là, de venir d'un certain milieu, de faire les beaux-arts, puis ensuite on évolue dans ce milieu, dans un autre milieu, et de se rendre compte qu'on est bizarrement, on ne parle plus le même langage que nos proches, d'un coup, et qui nous le font remarquer, et qui nous disent « Ah, ça y est, t'as pris la grosse tête, ça y est, tu utilises des nouveaux mots, ça y est, il faut qu'on ouvre un... » C'est ça, faut qu'on ouvre un dictionnaire pour te comprendre, alors que, en fait, t'as l'impression de parler toujours pareil. Et en même temps, quand tu vas dans des galeries parisiennes, etc., bah, t'es un peu toujours un peu la petite bouseuse de Meisenthal, quoi. Enfin, donc, je comprends tout à fait. Donc t'es jamais vraiment trop... t'es toujours un peu dans cette espèce de basculement comme ça. Et Rose Lamy parle pas mal un petit peu entre autres, de cette confrontation entre les deux mondes. C'est vrai qu'on est très caméléon quand on vient d'un milieu soit modeste ou moyen, et qu'on s'adapte constamment à différents langages. Déjà dans la contemporain ou dans une démarche artistique de base, on est toujours un peu caméléon, mais encore plus avec quand on comptoie. C'est ça. Et la question de la légitimité aussi. Complètement. Mais il y a plein d'autres choses très très intéressantes dans ce livre. J'en parle très très mal, mais voilà. Il est super. On va vous envoyer du lourd là pour finir les recommandations. Monsieur le bibliothécaire va prendre note, même si je pense qu'on les a. Bien sûr, un monument qui est Henri Laborie, L'éloge de la fuite. C'est tellement un livre multiple et un peu une bible que je vais vous laisser vous-même aller lire, parce que je trouve que c'est aussi très par rapport à notre vie, notre vécu, de là où on vient. Donc voilà, pour être fort, je vous conseille de lire ce livre, donc Éloge de la fuite d'Henri Laborie. Il y a également Pour une écologie d'attention de Yves Citon.
Bien sûr, le titre dit beaucoup de choses. Tu veux nous en parler ou tu veux nous parler Non, bah, pas pareil, on tease, Non, on tease. l'ensemble, Vu que c'était un petit peu comme on une arrive à la- espèce de suite. Il y avait un petit peu Tout à ce fait, truc bien parlé. des structures qui ont tendance à nous emprisonner. Voilà, comment est-ce qu'on fait par rapport à des structures trop rigides Ouais, pour complètement. contenir du vivant en général. Mm. Et la fuite, c'est un peu une analogie que j'ai tendance à faire aussi dans mon écriture de temps en temps. Ouais. Et donc j'ai directement été attirée par le titre, évidemment. Mm. Parce Ouais. qu'il y a plusieurs sens de lecture Bien aussi. sûr, Et, tout à fait. Ouais. et voilà, l'idée, c'est pas de faire l'apologie de l'acheter, mais de qu'est-ce qu'on peut faire en fait face à des systèmes oppressifs en fait. Ouais, tout à fait. Ici tombe l'écologie de l'attention, il y a l'économie de l'attention aussi, qui est un autre livre qui parle du marché de l'attention, du fait qu'aujourd'hui, Ça va voilà, vite, c'est ouais, le fait que tout à notre fait. attention soit toujours plus captée, et Ouais. ça fait partie d'un des systèmes d'oppression. Et il puis y là, a résister à la culpabilisation, pardon, de Mona Chollet. classique. Pareil, un bon classique aussi qui est important, très accessible, très complet, sur la culpabilisation, comme on disait, dont on parlait juste avant. Et encore 2, et après on pose les questions. Alors, Hartmut, tu me dis si je dis bien, Ouais. Rosa, donc il y a Résonance, une sociologie de la relation au monde, et un autre, donc du même auteur, Accélération, une critique sociale du temps. Tu veux nous en parler rapidement? Ouais, le premier, c'était Accélération, donc c'est vraiment une espèce de témoignage de cette société qui accélère, et le fait que comme le temps se réduit, les espaces se réduisent aussi. Et en fait, c'est très lié, l'espace et le temps. Et quand on réduit le temps, on réduit l'espace. Il y a aussi plein d'autres notions. Et la suite, c'était Résonance, donc c'est presque comme une recherche de solutions. Donc comment en fait on communique avec le monde, comment est-ce qu'on laisse le temps de parler au monde et que ce monde nous réponde. Et c'est à ce moment-là où parfois se crée une espèce de petite connexion. Miracle, ouais. Grâce. Et c'est tout. Et après, c'est écrit. Merci. Merci Célia. Voilà. Merci. Merci toi. Est-ce qu'il y a des... Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des petites questions dans la salle ou pas du tout? Non. Je suis gentille. Pas de problème, tout va bien. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Ah, s'il y a une question là-haut. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus, est-ce que tu peux expliquer comment t'ont guidé les relations que tu as nouées à l'école et ce que ça t'a apporté? Parce que vu que c'est un podcast sur l'école, je pense que c'est important aussi de parler des amitiés et peut-être des relations que tu as créées avec les profs ou avec d'autres gens avec qui tu as collaboré, etc. Voilà. Du parcours dans l'école. C'est vrai que j'ai un peu survolé cette étape-là, mais c'était assez crucial, hein, effectivement. Les liens avec les enseignants aussi. Le groupe d'amis, d'étudiants qui... Oui, bah en fait, on a été aussi une promo qui était super soudée. J'ai rencontré Lucille Taïeb. Toute première personne que j'ai rencontrée. Enfin voilà, en fait, on a tout de suite été dans une espèce de cocon plutôt chouette et plutôt sécurisant aussi. Et puis après, comme je disais un peu plus tôt aussi, on évolue, on choisit avec qui on a envie de travailler, avec qui on n'a pas envie de travailler, ou avec quel sujet, on va dire, plutôt. Plutôt que des personnes. Mais des ateliers, quoi. Enfin... Et voilà, donc il y a eu des connexions assez rapides. Bon, forcément, je parlais beaucoup du dessin, donc forcément avec Franck Girard. Et voilà, enfin, je sais pas si l'idée était de citer tous les noms, parce que du coup, la liste va être assez longue, ça va prendre un peu de temps. Mais ils se reconnaîtront, même Célia Charvet, qui a été ma directrice de mémoire et de recherche. Non, de recherche, je sais plus.
Pardon. Non, J'ai t'inquiète pas. tout oublié. Voilà, donc c'était à la fois chouette et en même temps, il y avait plein de moments où c'était plus compliqué. Et Ouais. évidemment, il y a eu des moments où j'ai voulu arrêter l'école, il y a eu des moments, c'était... Bah, ces dur, socles-là, quoi, en mais- fait, c'est comme tu dis, ces socles-là, amis ou enseignants, Mm. que tu gardes après un contact après, ça permet d'avoir un... Comme tout à l'heure, on parlait de phare, mais ça permet de te relancer sur une démarche, de rééchanger sur un souci, qu'importe, administratif, artistique, humain, et comment je peux rebondir, comment je peux tenir en fait à long terme ce marathon. Et je pense que ça a une bonne réponse de ça, en tout cas. Dis-moi si je me trompe. Ouais, à fond. Je sais pas si j'ai Merci genre beaucoup. vraiment bien répondu Je pense à la que- question. Non, pas trop. C'est vrai, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Bah, C'est merci. une très bonne réponse. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Passez une bonne soirée et merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Vous avez le projet de créer votre activité en tant qu'artiste-auteur et vous voulez comprendre le rôle de l'URSSAF? Non. Ça va? Ouais. Don't say bonjour again. You can say re-bonjour. 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 J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai envie de péter la gueule à tout le monde, alors que je suis Miss Sympathie. Je dois être gentille, je dois me défendre avec des mots. Moi, je suis pas forte à ça.